Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui le thème numéro 2 de notre programme de géographie, territoire, population et développement, quels défis, avec un chapitre G5, développement et inégalité. Introduction. Le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté dans le monde, c'est-à-dire avec moins de 1,9 $ par jour, a diminué de plus de 1,2 milliard en 35 ans, passant de 1,9 milliard en 1984 à 660 millions en 2019, selon les estimations de la Banque mondiale. Cela représente cependant toujours près de 12% de la population mondiale. Aussi, le premier des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU est d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Pour y parvenir, la question de la transition économique, c'est-à-dire le passage d'une économie essentiellement agricole à une économie majoritairement industrielle puis tertiaire, afin d'aboutir à un développement économique, social et environnemental plus équilibré, est essentielle dans un contexte où les inégalités et les différences de développement sont fortes à l'échelle mondiale, mais aussi aux échelles nationales et locales. Problématique. Quels facteurs permettent de comprendre la diversité du quotidien des populations sur notre planète aujourd'hui? Grand 1. Qu'est-ce que le développement? Petit 1. Mesurer le développement. Les indicateurs économiques comme le PIB ou le PIB par habitant ont longtemps été utilisés pour mesurer le développement. Cependant, mesurer la croissance de la production de richesse d'un pays ne permet pas d'en mesurer le développement. Pour cela, il est indispensable de prendre en compte leurs impacts réels dans la vie des populations en termes de satisfaction de leurs besoins. Aussi, l'ONU a créé l'indicateur de développement humain, IDH, qui prend en compte non seulement le revenu moyen, mais aussi l'accès à la santé ou à l'éducation. Chaque année, le Programme des Nations Unies pour le développement mesure ainsi le niveau de développement de chaque pays. L'IDH ne prend cependant pas en compte d'autres paramètres comme les inégalités sociales ou de genre. Il existe donc d'autres indicateurs, comme l'indicateur de développement humain ajusté aux inégalités, IDHI, qui tient non seulement compte des avancées moyennes d'un pays en matière de santé, d'éducation ou de revenus, mais aussi de la façon dont ces avancées sont réparties parmi la population. On peut encore citer l'indice de pauvreté multidimensionnel, IPM, qui est calculé pour chaque pays en combinant 10 critères qui considèrent le cumul des privations en matière de santé, d'éducation et de niveau de vie, ou le coefficient de Gini, qui mesure le niveau d'inégalité de la répartition d'une variable dans la population, par exemple le revenu. Petit 2, des niveaux de développement inégaux à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, les inégalités de développement restent très fortes. On distingue tout d'abord les pays développés à haut revenu d'Amérique du Nord, d'Europe, ainsi que le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils dominent l'économie mondiale depuis longtemps et leur IDH est très élevé. Parmi eux, la Norvège se classe au premier rang pour son IDH. Les nouveaux pays industrialisés d'Asie, comme la Corée du Sud, ou certaines monarchies pétrolières, comme l'Arabie saoudite, ont aujourd'hui un IDH comparable à celui des pays développés. À l'opposé, les pays les moins avancés, les PMA, cumulent les difficultés socio-économiques et leur IDH est bas. Ils se concentrent principalement en Afrique subsaharienne, mais des pays comme Haïti dans les Caraïbes ou l'Afghanistan en Asie centrale en font également partie. Le Niger se classe au dernier rang pour son IDH. Entre les deux se situent les pays intermédiaires et émergents, dont l'IDH peut être élevé comme en Chine, au Brésil, au Mexique, ou moyen, à l'image de l'Inde, de l'Indonésie ou encore de l'Afrique du Sud. Les inégalités sont également importantes à l'intérieur des différents États. Les régions littorales ou métropolitaines dynamiques concentrent la croissance et le progrès et s'opposent à des régions moins développées, souvent rurales ou frappées par la crise économique. Ainsi, cette carte de la Russie met en évidence une Russie utile, centrée autour de Moscou et Saint-Pétersbourg, tournée vers l'Europe et intégrée à l'économie mondiale, à laquelle s'oppose une périphérie en attente au nord-est, marginalisée en raison de son isolement et de ses conditions de vie très difficiles. De même, au Brésil, l'indice de développement humain à l'échelle des municipalités le plus élevé se trouve dans les grandes villes des régions sud-est et sud, alors que les villes plus au nord enregistrent un IDHM beaucoup moins important. Enfin, les mêmes contrastes se retrouvent à l'échelle locale. C'est au sein des villes que les inégalités sont les plus marquées. Les populations de niveaux social différents vivent dans des quartiers séparés par des frontières réelles ou mentales, comme ici à Durban en Afrique du Sud, où un township, c'est-à-dire un quartier pauvre et sous-équipé, se situe à proximité d'une zone résidentielle aisée.
Mais les pays développés n'échappent pas à ces inégalités. Les populations les plus fragiles sont reléguées dans les grands ensembles en périphérie des villes, comme ici dans les quartiers nord de Marseille. C'est ce que l'on appelle la ségrégation socio-spatiale. Grand 2, des transitions économiques en faveur du développement. Petit 1, quelle transition économique dans les pays en développement? Depuis les années 1990, l'intégration dans la mondialisation est devenue le moteur du développement. Certains pays ont privilégié l'économie de rente, comme la Russie avec l'exploitation des hydrocarbures qui constitue le fondement de sa réémergence. D'autres pays ont accentué la spécialisation de leur économie dans l'exportation de produits agricoles, comme la Côte d'Ivoire, ou dans celle de minerais, comme la République démocratique du Congo. La Chine s'est quant à elle tournée vers la production industrielle pour l'exportation en misant sur sa main-d'œuvre nombreuse, disciplinée et bon marché. Elle est devenue l'atelier du monde, a servi de modèle de développement à de nombreux autres pays de l'Asie du Sud-Est, au Mexique, en passant par l'Afrique, et se tourne aujourd'hui vers les hautes technologies. Enfin, l'Inde mise sur la délocalisation des services, comme ici avec les call centers, c'est-à-dire des plateformes d'émission et de réception d'appels au service des entreprises. Si cette transition économique a conduit à une croissance de l'IDH et au recul de la pauvreté dans les pays en développement, elle s'est accompagnée d'un accroissement des inégalités, comme le montrent les graphiques des inégalités de revenus de l'Inde et de la Chine, où la plupart des revenus des plus aisés augmentent régulièrement, tandis que celles des moins aisés diminuent. Enfin, la croissance économique dans les pays en développement reste fragile. Ainsi, au Venezuela, dont la croissance est fortement dépendante de ses exportations de pétrole, l'économie est entrée en récession depuis plus de 5 ans. Petit 2, une transition vers la quatrième révolution industrielle dans les pays développés. Les pays les plus riches constituent toujours de puissants pôles économiques, mais leur système économique connaît depuis plus de 40 ans de profondes mutations. Ils sont entrés dans la quatrième révolution industrielle, fondée sur l'économie numérique et des technologies novatrices reposant par exemple sur l'intelligence artificielle, la robotique, les nanotechnologies ou les biotechnologies. Ces activités de très haute technologie permettent aux pays développés de conserver leur avance. Cependant, ce changement de modèle de développement se fait au prix de difficultés sociales et renforce les inégalités. Ainsi, les graphiques des inégalités de revenus des États-Unis et de l'Europe montrent que la part des revenus des plus aisés augmente plus ou moins rapidement, tandis que celle des moins aisés diminue comme aux États-Unis ou stagne comme en Europe. Parallèlement, des territoires se retrouvent marginalisés par la fermeture et la délocalisation d'activités industrielles, même si, comme nous le voyons ici à Mulhouse en Alsace, ces sites peuvent faire l'objet d'une réhabilitation et d'une reconversion vers de nouvelles activités. Petit 3, vers un nouveau modèle économique et social de développement durable. Au-delà du développement nécessaire pour satisfaire les besoins de la population, l'autre enjeu est de favoriser la mise en œuvre d'un modèle économique et social durable. Le développement durable a été défini en 1987 dans le rapport Brundtland rédigé dans le cadre de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU. Le développement durable est l'idée selon laquelle les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Aussi, depuis 2015, l'ONU a fixé des objectifs de développement durable à atteindre d'ici à 2030 qui visent à faire disparaître la pauvreté tout en luttant contre les inégalités environnementales. Il s'agit de promouvoir une transition environnementale, c'est-à-dire une évolution vers un nouveau modèle qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de l'épuisement des ressources, des menaces sur la biodiversité. À titre d'exemple, en décembre 2019, la Commission européenne a présenté le Pacte vert pour l'Europe ou UE Green Deal. Il définit la marche à suivre pour faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050, tout en stimulant l'économie, en améliorant la santé et la qualité de vie des citoyens, en préservant la nature et en ne laissant personne de côté. Au total, ce sont 1000 milliards d'investissements publics et privés qui seront mobilisés pour y parvenir d'après la Commission européenne. Autre exemple, le Costa Rica. Au mois de mai 2019, le pays a produit 99,99% de son électricité à partir de ressources renouvelables, en particulier hydroélectriques. Le président du pays, Carlos Alvarado, a également annoncé son plan national pour la décarbonation. L'ambition est simple, atteindre zéro émission de CO2 d'ici à 2050. Le pays devra donc électrifier ses transports et son industrie pour y parvenir. Cependant,
Le premier bilan des objectifs de développement durable de l'ONU établi en 2019 par un groupe de scientifiques indépendants souligne qu'aucun pays n'est sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs d'ici à 2030. Ce bilan rappelle aussi qu'il sera essentiel de transformer en profondeur nos sociétés et nos comportements dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie, de la consommation, de la production et du développement urbain pour inverser la tendance. Conclusion. À l'échelle mondiale, la pauvreté recule et le développement progresse, mais les inégalités se renforcent à toutes les échelles. À eux seuls, les pays du G7, réputés être les plus grandes puissances mondiales, génèrent près de 30% du PIB mondial alors qu'ils ne représentent que 10% de la population mondiale. Dans les pays en développement, les situations sont beaucoup plus contrastées entre les pays émergents, les pays intermédiaires et les pays les moins avancés. Les inégalités sont aussi importantes aux échelles régionales ou locales, entre les villes et les campagnes, entre les hommes et les femmes. La majorité des pays de la planète ont engagé une transition économique, mais les stratégies de développement mises en œuvre ont tendance à creuser les inégalités. Enfin, la mise en œuvre d'un modèle économique et social durable est devenue essentielle, mais nécessitera de transformer en profondeur nos sociétés.